Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Je vous rappelle que j'estime que pour un investisseur qui parle de bourse sur YouTube, il est obligatoire de montrer son portefeuille et ses ordres, sinon c'est pas très honnête. Donc épisode 76 du 6 avril. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Hop. Donc on commence comme d'habitude par mon compte titre. Donc il n'y a que Total Energy toujours sur le compte titre uniquement. Je suis enfin passé au-dessus des plus 100% de plus-value latente sur Total Energy. Super. En plus j'ai reçu les coupons. Donc on verra ça tout à l'heure sur le PEA. Plus 10% pour Total depuis le début de l'année, dividendes réinvestis, donc très très bien. Vivement que j'ai des entreprises US dessus pour avoir encore plus de performance. Allez, on passe au PEA. Vous voyez les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre. Donc moi je fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux comptes font mon compte bourse. Et le CAC 40 que vous voyez, c'est donc le CAC 40 dividendes réinvestis. Ma performance depuis le début de l'année avec les sous que j'ai gagnés depuis le début de l'année. Ok. Sur la gauche, en début d'année, je vous avais mis les sociétés pour lesquelles j'avais plus de conviction et sur la droite, celles pour lesquelles j'avais moins de conviction. C'est bien sûr pas une liste exhaustive. C'est pas la totalité, mais c'était mes pensées du début d'année. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? LVMH, plus 9,2% depuis le début de l'année, très très bien, elle superforme le CAC, super. J'en suis à plus 5,7% depuis le début de l'année, c'est une ligne long terme. Je compte pas vendre d'actions LVMH. Pour l'instant, on est légèrement passé en dessous des 800 euros vendredi en clôture, mais marginalement, hein, de 20 centimes. Je m'attends à ce que la semaine prochaine ça rebondisse, donc à voir. Coface plus 21,6% depuis le début de l'année, super, elle superforme largement le CAC. Alors je m'attends à ce que d'ici la fin de l'année, la performance soit quand même un peu moins bonne, parce que c'est surtout une société à dividende, et au détachement du dividende, il y a des chances que la pression redescende un petit peu sur Coface, on verra. Orange, plus 3,94%. Donc c'était l'une de mes convictions de début d'année. J'étais désagréablement surpris, hein. Je pensais que le nouveau management ainsi que l'augmentation des dividendes allait plus booster l'action que ça. Malheureusement, c'est pas trop le cas. Donc j'avais dit que je pensais m'alléger sur Orange. J'attends de voir jusqu'où on peut aller. On va peut-être la voir en graphique. Alors j'avais largement surpondéré ma ligne quand on était passé vers les 9 euros. C'était... Hop, hop, hop. Alors je suis dividende réinvesti en plus. Alors, les 9 euros, c'était là en décembre 2022. J'avais largement surpondéré ma ligne à ce moment-là, mais je me suis pas allégé quand on a été tapé tout en haut sur les 11,80. Donc aujourd'hui, je suis largement déçu. Je pensais que l'action ferait beaucoup mieux que ça en début d'année. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc si ça retourne sur les 11,30 €, je m'allège un petit peu et à voir ce que ça fait sur les 11,80 si on y va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euronext, plus 11% depuis le début de l'année. Très très bien, surperforme le CAC. Donc l'une de mes plus grosses convictions avec GTT. Donc je m'attends à ce qu'on puisse finir l'année vers les 90, 95 euros. Pour moi, il y a encore un peu de marge. Et en plus, pour les années suivantes, avec une belle augmentation des dividendes d'année en année, j'ai pas une très grosse ligne, donc je vends rien, je garde tout pour du très long terme en mode buy and hold. Ruby, plus 49,7% depuis le début de l'année, donc très très bien. Moi j'en suis à plus 42% depuis que je l'ai acheté, plus les dividendes perçus. Donc là, il y a une bataille de milliardaires actuellement pour prendre le contrôle de Ruby. Il va y avoir une pression à la hausse sur le cours de bourse. Donc pour l'instant, je garde. Tout se passe bien sur Ruby. Je m'attends à ce qu'il joue un petit peu avec notre psychologie, que ça fasse des hauts et des bas, mais je vais essayer de rester fort et de ne pas vendre Ruby. Objectif, dans un premier temps, les 36 euros, le support oblique de long terme, la résistance oblique baissière de long terme, pardon, et j'ai quand même bon espoir qu'on puisse passer. Objectif suivant, les 41,29 €, un gap de dividende à combler. Voilà. Aucune idée jusqu'où on peut aller, je vais voir. Et suivre surtout les news, savoir quand est-ce que je sors. Reworld Media, moins 26,4%, donc moi, le gros boulet de l'année, hein, sous-performe largement le CAC. Je l'avais bien vu en début d'année, je pensais pas qu'elle allait faire grand-chose, bon bah c'est bien le cas. Là on est tombé quand même très très bas, on est tombé au moment très 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 bas. On a même cassé un support oblique de long terme.
Quand les chiffres étaient sortis et qu'ils nous ont averti de faire moins 40% de bénéfices cette année par rapport à ce qui est l'année dernière, je vous avais sorti deux scénarios. Le premier scénario pessimiste avec un PER de 5 et les 50 centimes de bénéfices faits cette année, ça faisait un petit de cours pessimiste à 2,50 €. Donc on y va, on y est pratiquement à la 2,62 €, voir si ça peut pas aller plus bas. Je compte bien me renforcer sur un Reworld Media, même si c'est le plus gros boulet de mon portefeuille et que c'est déjà la plus grosse ligne en somme investie de mon portefeuille. La première des raisons pour lesquelles je veux me renforcer, c'est parce que j'y crois. C'est la meilleure des raisons, j'y crois toujours. Et la deuxième raison, c'est que là, comme j'ai moins 41,7% sur la ligne, ben, je n'ai pas trop le choix de renforcer et en plus, j'y crois fortement. Donc, je vais me renforcer de nouveau sur Reworld Media. Je sais pas trop encore si je vais chercher à toucher le point bas. Je suis pas sûr. Le mieux, ce serait quand même, comme d'habitude, d'attendre un rebond. Donc voilà, donc elle pourrit ma performance cette année, mais j'y crois pour les années futures. Objectif 8, 10 euros dans les années futures. GTT plus 18,18%, très très bien depuis le début de l'année. J'en suis à pratiquement plus 40% depuis que je l'ai acheté. J'ai pas une énorme ligne, donc je garde tout long terme. Je m'attends pas à ce que ça fasse grand chose pendant les 18 prochains mois GTT, mais à voir si j'ai une bonne surprise, une bonne nouvelle. Suite à la vente du coup des actions de le reliquat d'actions d'Engie qui leur restait sur GTT. ST Microelectronics, moins 14,7% depuis le début de l'année, donc elle sous-performe largement le CAC. Je l'avais bien vu venir en début d'année, hein, quand management nous avait dit s'attendre à faire moins 15% au premier trimestre et ne pas donner du tout d'autres objectifs pour le reste de l'année. J'avais bien compris que c'était un souci. Donc, moins 14,7% depuis le début de l'année, j'en suis à plus 12,8%. Je me suis légèrement allégé sur ST Microelectronics à 39,79. Je m'attends à ce que le cours de l'action puisse aller entre 30 et 40. À voir la publication du T1 et si le management nous dit autre chose. Autre perspective pour le reste de l'année, quoi. J'ai bien fait a priori parce qu'on a continué à baisser depuis sur ST Microelectronics. Société Générale, plus 4,3% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 0,6 uniquement depuis que je l'ai acheté. Donc on arrive sur la section des bancaires. J'ai une bancaire long terme, Crédit Agricole, que ça se passe très très bien, plus 9,7% depuis le début de l'année. Elle surperforme le CAC. J'en suis à plus 49% depuis que je l'ai acheté, mais j'ai une toute petite ligne. Donc pour profiter de la montée des bancaires, vu que les taux sont hauts et que même s'il y a une baisse de taux, les taux resteront quand même relativement hauts. J'avais dit déjà il y a un an ou deux que moi je m'attendais à une belle performance sur les bancaires. Donc j'avais pris Société Générale en me disant que c'était elle qui avait le plus de rattrapage à faire. Très mauvais choix, très mauvais choix. Comme nous dit le monsieur Chéron, qu'il faut toujours prendre les gagnants, les meilleures sociétés du secteur plutôt que les moins bonnes. Voilà, donc on le voit bien ici, Société Générale sous-performe le CAC depuis le début de l'année. En plus, le dividende a été revu largement à la baisse. Voilà, donc boulette. Je suis sur le bon secteur, hein, ça c'est cool, mais j'ai pris la plus mauvaise société du secteur. Voilà, donc erreur à ne pas refaire. Et j'avais pas pris BNP Paribas, qui j'estime être la meilleure bancaire française, parce que je voulais la garder en cas de crack. Je voulais pas me retrouver avec une ligne, déjà un PRU relativement haut, en temps de crack sur BNP Paribas. Bon bah, grave erreur, grave erreur. J'aurais dû prendre BNP Paribas et ne pas me contenter à l'attendre en cas de crack, quoi. Donc Crédit Agricole, on l'a déjà parlé, déjà très très bien. Je m'attends à une hausse sur les bancaires qui continue, même au détachement du dividende. Objectif 2025, voir ce qui s'y passe. Et les taux resteront hauts, donc je vais rester relativement confiant. Mais Société Générale, c'est une ligne que je vais vendre, du coup, hein. Je ne pouvais pas vendre Crédit Agricole vu que j'ai déjà une toute petite ligne, mais Société Générale, c'est pour la vendre. Objectif 30 euros. Après, il y a déjà un premier objectif à 26,20 €, 26,69 €, des gaps à combler, voir ce que ça y fait. Certainement que je m'allégerai quand même un tout petit peu vers ces niveaux-là, les 26, 27, au cas où ça redescende fortement, hein. On n'est pas à l'abri qu'une banque américaine refasse des soucis. Et sinon, surtout, sinon, objectif principal, les 30 euros. Voilà, sur Société Générale. Oups.
Crédit Agricole, donc on a déjà fait. Equasens, moins 2,8% depuis le début de l'année. Très très bien, c'est fortement remonté. Alors, c'est pas très très bien parce que ça sous-performe largement le CAC. Mais en début d'année, on était vraiment beaucoup plus bas que ça. Donc là, c'est fortement remonté à la sortie du T1 qui était bon, comme on l'avait dit sur la chaîne, il était très très bon. Et en plus, le management nous a dit s'attendre à retourner à une croissance à deux chiffres à partir de 2025. Donc ça, c'était pas du tout attendu. L'action a explosé. Personnellement, je me suis renforcé du coup le mardi à l'ouverture des marchés, après la sortie du T1 du coup. Alors j'avais mis un premier ordre à 52,20 €, un peu léger, hein, qui est pas passé. Et du coup, je me suis renforcé dans la matinée beaucoup plus haut que ce que je pensais en début de matinée. Voilà, j'ai pas été servi à 52,20, du coup j'ai dû racheter à 54,90. Mais je suis très content parce que malgré tout, l'action a pris plus 10% depuis mon achat, donc très très bien. Grosse confiance long terme. Après, voir aussi le T2 du coup, non le T1 pardon, c'était les chiffres annuels qui sont sortis, ils étaient très bons, ils nous ont dit attendre 10% pour 2025, enfin croissance à deux chiffres, et on attend le T1 par contre sur Equasens, voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait encore le Ségur de la santé au T1 2023, donc la comparaison risque d'être un peu difficile, mais ils ont fait quand même des belles acquisitions externes, la belle croissance externe qui a l'air de pallier à ce Ségur de la santé qu'il y avait l'année dernière. Donc peut-être potentiellement une bonne surprise de nouveau au T1 2024 sur Equasens qui ne devrait pas tarder à sortir. Sanofi moins 2,7% depuis le début de l'année, donc a sous-performé largement le CAC. Grosse boulette, grosse boulette. J'étais surtout rentré dessus parce que c'était une tendance haussière. Malheureusement, je me suis tapé la plus grosse baisse historique en une seule journée sur Sanofi à la sortie du T4 2023. Donc depuis, je suis coincé dessus sur une société que j'ai du mal avec le management. J'ai du mal avec le management, donc dès que je peux repasser au-dessus de mon PRU, je me renforce. Enfin, je vends, pardon, excusez-moi. Dès que je repasse au-dessus de mon PRU, je vends à 100, 110 peut-être si j'ai beaucoup de chance. Aujourd'hui, j'en suis à moins 7,7% depuis que je l'ai acheté. Ouais, il y a un bon dividende, mais j'aime pas le management, donc je vais sortir. Mais pas en moins-value, parce qu'il y a quand même du beau potentiel fondamental dessus. On n'est pas à l'abri de bonnes news sur Sanofi, une sortie d'un nouveau médicament, la vente des produits vendus hors ordonnance, mais sans faire de scission, voilà, qui pourrait un petit peu booster le cours de bourse. Pour l'instant, je patiente, mais je suis pas très confiant, hein, je compte bien vendre. Abaisse arbitrage, moins 15,6% depuis le début de l'année. Aïe aïe, donc là aussi je l'avais bien vu venir. J'en suis à moins 24% depuis que je l'ai acheté. Je m'étais renforcé il y a peu de temps. On est repassé, on n'est pas loin du tout de mon dernier renfort. Bon, j'avais renforcé légèrement plus haut. Voilà, mais je garde long terme. Dividende, alors c'est pas trimestriel, c'est plus trimestriel, vu qu'ils ont fait une année 2023 vraiment toute pourrie. Ils vont nous verser 3 dividendes en 2024. Ça fait un dividende tous les 4 mois. Je compte me renforcer dessus après le détachement du dividende du mois d'avril et avant le prochain dividende du mois d'octobre. Donc il y aura 6 mois sur lesquels il n'y aura pas de dividende sur ABC Arbitrage. En plus, en plein dans la saison où c'est un peu plus calme, un peu plus creux sur les actions. Donc j'espère avoir une bonne opportunité sur ABC Arbitrage. Je monte le graphique. On avait vu ensemble à la sortie des chiffres annuels, il me semble, où ils nous ont dit faire un dividende de 30 centimes pour cette année. Quand les chiffres étaient sortis, je vous avais dit, moi, je vais viser 3 euros, je vais viser 10% de rendement du dividende. Voilà, donc j'espère y aller, qu'on ira entre avril et octobre. Et j'avais pris aussi un peur de 10 pour estimer le prix de cours de bourse de ABC Arbitrage. J'ai revu ça à la hausse à la sortie de la vidéo de Top Invest, qui lui nous disait que c'était un peu juste sur ABC Arbitrage, c'est plutôt 15. Donc personne n'a la science infuse, personne n'a la vérité avant que ça se produise. Certainement que la vérité est entre 10 et 15. Voilà, donc on va voir jusqu'où on pourra aller entre avril et octobre pour me renforcer. Oups. Amundi, plus 5,36% depuis le début de l'année uniquement, donc elle sous-performe le CAC. J'en suis à plus 13,8% depuis le début de l'année. Elle est un peu molle Amundi, je compte bien m'alléger, certainement avant le détachement du dividende.
J'ai encore un peu d'espoir pour que ça retourne sur les 70 euros environ, ce qui serait un peu cher, et j'en profiterai certainement pour m'alléger à ce moment-là. Pas tout vendre, mais m'alléger en prévision de pouvoir me renforcer vers les 50 euros de nouveau cet été, entre juin et octobre, voir Amundi jusqu'où elle peut aller au plus bas, après le détachement de dividendes. Je la trouve un peu molle ces temps-ci comparée aux autres. Alors, de ces 15 derniers jours, ça me fait un peu mentir, hein, ça s'est quand même bien explosé. Mais avant ça, ça faisait pas grand-chose. Donc pour moi, c'est juste la pression qui arrive suite à le détachement de dividendes qui va y avoir lieu. Voilà, mais je m'attends à pouvoir renforcer certainement vers les 50 euros cette année Amundi. Donc on va voir si j'ai raison ou pas. Hop. Stellantis, plus 16,3% depuis le début de l'année, très très bien, j'en suis à plus 65% depuis que je l'ai acheté. Je me suis allégé sur Stellantis, je me suis allégé. Donc j'ai vendu à 25,48, aujourd'hui on est à 24,59. J'avais dit que je savais pas trop ce que j'allais faire, si j'allais m'alléger, si j'allais tout vendre, dans l'optique de racheter plutôt Ferrari dans le secteur de l'automobile, qui semble bien plus qualitatif. Donc pour l'instant je me suis seulement allégé. Quand on était arrivé sur le prix visé sur la chaîne, sur Stellantis, je vous rappelle qu'on avait dit bien avant, que moi je visais les plus hauts historiques, entre 25,83 et 27,20 €. On a été du coup à 27,34 € au plus haut. Et je l'avais dit que je regarderai la consolidation sur Stellantis pour voir si elle me plaît ou pas, et si on reste au-dessus des 23,6 de Fibonacci ou pas. Donc j'ai vendu le mardi 2 avril une grosse bougie qui fait moins 3%. On n'avait pas encore cassé les 23,6 de Fibo, mais une société qui fait moins de 3%, c'est quand même un signe de vente. Enfin, en tout cas d'allègement, hein. C'est pas normal quand une entreprise perd ou gagne plus que 1%, ça peut être un signal dans un sens ou dans l'autre. Donc je m'étais allégé, une toute petite partie, je garde quand même le reste pour le dividende, le management qui est super, les marques aussi qui sont bien positionnées. Voilà, mais bon, on est arrivé également à mon prix juste, voilà, estimé pour cette année. Voir si on peut aller encore plus haut, j'en sais rien. Je garde. Si ça retourne au-dessus des 30 euros, bah, j'y réfléchirai de nouveau. Est-ce que je m'allège ou est-ce que je vends tout pour acheter autre chose plus tard? Bon, ce qui me fait tenir, c'est surtout le gros dividende. Même s'il y a moins 15% sur le dividende affiché qui est gardé à la base, à la source, pardon, par l'État néerlandais. Bon, j'ai calculé mon prix, or c'est 15% gardé par l'État néerlandais, le rendement me convient. Et le rendement risque de croître dans les années à venir. Donc tout ça me fait hésiter à savoir si je garde Stellantis ou pas. Voilà, si je vends, c'est parce que j'estime qu'on sera vraiment trop haut, quoi. Et que, encore une fois, dans le même secteur, Ferrari me fait un peu plus de clin d'œil. Ok. Métropole TV, plus 4,7% uniquement depuis le début de l'année. J'en suis à plus 0,6%, donc elle sous-performe le CAC. Je m'étais renforcé il y a quelques temps, donc on est passé au-dessus de mon prix de renfort, très très bien. Je garde surtout pour les 3 prochaines années parce que Métropole sera certainement remis en vente dans 3 ans. Donc il y a une certaine sécurité sur le prix de Métropole, avec un super rendement, pas loin des 10%. On verra ça tout à l'heure sur mon fichier Excel. Donc pour l'instant je garde, je me renforce pas au-dessus de mon prix. Je pense pas non. Peut-être que je m'allégerai un tout petit peu. Peut-être que je m'allégerai un petit peu avant le dividende certainement. Alors sur quel prix du coup? Qu'est-ce que je vise? Il y a un gap à combler, les 14,48, le gap du dividende de l'année dernière. Certainement que vers ces prix-là, peut-être que je m'allégerai. Voir la tendance, hein, si on y arrive fortement avant le détachement de dividendes, qui devrait être début mai, donc il reste moins d'un mois. Voilà, j'y réfléchirai. Je pense qu'au détachement du dividende, ça risquerait de rebaisser. Donc je m'allégerai un petit peu dans l'optique de renforcer beaucoup plus bas. Sur les 11 euros ou 10 euros serait le top. Donc à voir. Lumibird, plus 16,17% depuis le début de l'année, super. Surperforme le CAC, c'est pas du tout prévu, c'était pas du tout prévu. J'en suis à moins 10% depuis que je l'ai acheté, donc pour l'instant je me suis pas renforcé.
Je m'attends à ce que le T1 2024 soit excellent pour l'Humiburn suite au report de livraison qu'il y a eu au dernier trimestre 2023. Mais après, pour le reste de l'année, pour moi, on est déjà à un prix un peu cher. Donc je me renforce pas. J'estime un prix juste pour cette année à 10,40 € et pour l'année prochaine à 13,60 €. Là, on est déjà à 14,15 €, donc on est au-dessus de mon objectif pour 2025 avec un peur de 15 quand même. Voilà, donc bon, je me doute que le T1 sera très très bon, mais peut-être qu'il y aura une pression vendeuse à la sortie de ces T1, hein. On achète la rumeur et on vend la news. Donc dans cette optique-là, moi je tente plutôt vers les 12 € pour me renforcer, en dessous de mon outil de prix prévu pour l'année prochaine, et dans les 10 €, ce serait l'idéal. Je vous rappelle que moi, dès fin janvier, j'attendais légèrement plus bas. J'étais peut-être un peu gourmand. J'attendais le support des 10 € un peu plus bas. Et là, ça s'est explosé. Ça a explosé. Donc bon, j'ai pas eu la présence d'esprit de renforcer. Je m'attendais pas à une telle hausse. Et je m'attends de nouveau à ce qu'on puisse retourner vers ces prix-là entre 10 et 12 un peu plus tard. Donc je garde mon cash pour renforcer plus bas. Amundi Immobilier Europe PEA, donc mon seul ETF, moins 6% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 1,16% depuis que je l'ai acheté. Donc ça sous-performe largement le CAC. Les moins 6% depuis le début de l'année, ça montre bien qu'on a commencé l'année. Les analystes professionnels avaient une estimation de 6 baisses de taux des US pour cette année. Aujourd'hui, on est seulement à entre 2,5 et 3 baisses de taux prévues par les analystes professionnels. Donc c'est ça qu'on voit dans les moins 6% depuis le début de l'année, c'est que les baisses de taux ont été revues à la baisse par les analystes. Moi, je vous avais dit que j'ai pris cette ligne en prévision, un petit peu en avance, en prévision des baisses de taux. Donc c'était une anticipation. Pour l'instant, ça marche pas bien, surtout que la semaine dernière, des banquiers centraux, enfin des banquiers de la Fed, oui, des banquiers centraux de la Fed, certains banquiers centraux sont sortis d'eux, il me semble, en disant qu'on n'était pas du tout sûr de faire des baisses de taux cette année. Voilà, qu'il fallait voir de nouveau. Donc, un discours beaucoup moins accommodant que celui de Jérôme Powell une semaine avant. Ça a douché les investisseurs. J'ai hésité à m'alléger ou à vendre quand j'ai entendu ça. Bon, je l'ai pas fait. Je savais bien que c'est une anticipation. Pour moi, prochain renfort, lorsqu'il y aura réellement une baisse de taux aux US et en Europe, ce qui devrait être bénéfique pour l'immobilier. Donc c'était une anticipation, voilà. J'anticipe toujours une baisse de taux pour cette année, ce qui devrait refaire remonter les secteurs immobiliers, pardon. Total Energy, plus 10,58% depuis le début de l'année, très très bien. J'en suis à plus 30% sur ma ligne du PEA. Du coup, on l'a déjà vu sur la ligne du compte titre que j'avais plus 100%. Et j'ai également touché les coupons, les dividendes pour ces deux lignes. Donc j'en ai 20 sur le compte titre, j'ai touché 10,37 € et j'en ai que 9 sur le PEA, j'ai touché 6,66 €. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas, vu que j'ai pratiquement deux fois plus de lignes, deux fois moins, pardon, d'actions sur le PEA sur le CTO, comment ça se fait que j'ai pas touché deux fois plus de dividendes sur le CTO? Bah, c'est à cause des taxes. C'est à cause des taxes qui sont prises directement à la source, entre guillemets. Donc voilà, donc je garde, je vous rappelle pour ceux qui me suivent depuis très peu de temps que j'ai commencé la bourse sur le compte titre parce que je voulais pas bloquer l'argent. Voyant que j'étais tombé accro, ben, du coup j'ai ouvert un PEA, maintenant je fais tout sur le PEA quoi. Ok, rien à bon, le graphique il est très beau, on le voit tous les mercredis en vidéo d'analyse technique, donc je ne montre pas. Technip Energy plus 12,38% depuis le début de l'année, très très bien, elle surperforme le CAC. J'en suis à plus 11 depuis que je l'ai acheté. Je vous avais dit il y a quelques semaines maintenant que c'était une de mes plus grosses convictions, qu'il y avait énormément de potentiel haussier fondamental sur Technip Energy. Je vise pratiquement 30 € pour cette année. Donc là, j'ai commencé mon début de ligne sous la résistance des plus hauts historiques, les 24,14, 24,78. Je m'attends à ce que ça puisse faire de nouveaux plus hauts historiques, que ça passe cette résistance, que ça devient support. Et là, je me renforcerai, je continuerai à construire ma ligne pour avoir un stop en dessous de la résistance. Voilà, et objectif 30 €.
Alors, Technip Energy, c'est une entreprise magnifique niveau fondamental, niveau du management et tout ça. Mais comme moi, j'ai pas beaucoup de cash, je vous avais dit, je la prends pour du moyen terme. Je la prends pour du court moyen terme. Je vise 30 euros. Je vendrai ma ligne à ce moment-là. Comme pour l'Amundi Immobilier Europe EEA d'ailleurs, hein, c'est du court moyen terme. Voilà, je commence pas de nouvelles lignes actuellement vu que j'ai pas mes 20% de marge de sécurité. On en reparlera sur le fichier Excel. Eurofin Scientifique fait seulement plus 0,17% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 5,10% depuis que je l'ai acheté. Je m'étais allégé en début d'année en voyant que bon, on était un peu cher. Moi, je le trouve un peu cher. Je le dis aussi régulièrement en vidéo d'analyse technique le mercredi. Hop. Voilà, donc malgré tout, on a réussi à sortir de cette boîte, mais moi je vise 45 euros de prix juste pour cette année et 60 euros pour l'année prochaine. Donc vu qu'il y a une énorme croissance, je m'attends à ce que le prix juste sur Eurofins soit entre les 45 et les 60. Vu l'énorme croissance. Mais là, on est déjà à 58 euros. Pour moi, le prix est un peu cher. Donc je vais attendre plus bas. L'objectif 50 euros est en dessous pour me renforcer sur Eurofins. Un prix beaucoup plus raisonnable au vu de les estimations prévues pour cette année et l'année prochaine. Donc je m'étais déjà allégé. C'est monté plus haut que là où je me suis allégé, hein. Je ne me suis pas allégé au plus haut, malheureusement. Mais bon, voilà. J'ai bien vu que le prix on était déjà dans ces prix-là, quoi. Kering, moins 7,9% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 24% depuis que je l'ai acheté. Ça aussi, c'était prévu, hein. On savait que ça allait pas bien se passer cette année pour Kering, au vu des attentes, au niveau des fondamentaux. Pardon. Ok, donc je vise 378 euros de prix juste pour cette année et un rebond l'année prochaine. Donc j'ai toute confiance au management. Il a bien pris conscience du problème qu'il y avait sur Gucci. Il fait tout pour remettre ça en ordre. Donc je reste confiant. Par contre, je m'attends quand même au T1 2024 qui sortiront le 23 avril, qui est de nouveau des mauvaises nouvelles, nouveaux news flow négatifs et qu'on puisse potentiellement retourner. Alors déjà le support. 324,80, 354,50 €. Certainement que je rachète une sur ces prix-là vers les 320. Et si en plus on a la chance de retourner sur les 300 euros, j'en prendrai une deuxième. Ok, le management a toujours ma confiance et il nous a bien dit avoir vu le souci et les actions mises en place par le management pour régler ces problèmes me conviennent. Donc je garde. On passe au fichier Excel du coup. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, chaque semaine, je marque où j'en suis par rapport au début de l'année, là, dans cette colonne-là. Donc, j'en suis à plus 2,59% depuis le début de l'année, c'est ce que vous avez vu sur les slides précédents. J'ai perdu moins 0,98% cette semaine, et même encore plus, parce que mercredi, franchement, j'étais au plus haut. J'avais plus 300 euros de performance sur l'année. J'étais pratiquement ouais, j'étais à plus 1% mercredi, et patatras. Reworld s'est éclaté au sol. Ça m'a fait tout perdre pratiquement. En plus, jeudi, vendredi, tout a un peu baissé. Je pensais faire une vidéo exceptionnelle avec des super plus-values, tout ça. Et ben non. Bon. Donc peut-être dans 2 semaines, on verra. Ici, on voit ma performance depuis le début de l'année, la performance totale depuis que j'ai commencé la bourse. Je me suis tapé quand même pas mal de gros boulets. Je me suis bien formé depuis, j'espère en tout cas. Je me suis formé depuis et j'espère que ça va payer dans les années à venir. Je vous rappelle que moi je me compare du coup par rapport à deux indices et à un ETF. Donc le CAC 40 dividende réinvesti que vous avez vu sur les slides précédents, il fait plus 7% depuis le début de l'année. Le CAC Mid and Small plus 5,8% depuis le début de l'année. Donc je sous-performe ces deux indices. Merci Reworld de nouveau. Et je me compare également par rapport au MSCI World, le CW8, accessible sur un PEA. Il fait plus 10,11% depuis le début de l'année. Je me compare à lui parce que c'est le plus large des indices, c'est le plus sécure. euh, et il n'y a pas besoin de réfléchir, quoi. Donc c'est pour savoir est-ce que je fais bien de faire du stock picking ou est-ce que je ferais mieux de mettre de l'argent sur le MSCI? Pour l'instant, je devrais dû mettre de l'argent sur le ETF, mais la passion est là, je vais pas lâcher, je reste sur le stock picking.
Je vous ai parlé un peu plus tôt que je vise 20% de marge de sécurité, donc je ne cherche pas à timer le marché, mais j'estime que malgré tout, il faut avoir un certain niveau de liquidité disponible en cas de crack. Comme le dit Warren Buffett, quand l'or tombe du ciel, il faut pas avoir un dé à coudre, il faut avoir la brouette, quoi. Ou le seau. Il lui dit le seau. Moi, je dis la brouette. Donc, j'estime qu'avoir 20% de liquidité disponible en cas de crack, ce n'est pas timer le marché, c'est du bon sens. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je fais comme ça. Donc, j'ai 2700 euros sur le livret développement durable qui rapporte 3% en toute sécurité en attendant un crack et uniquement 200 euros sur le PEA. J'estime, je pense avoir 10%, enfin, mes 20% de marge de sécurité pour cet été. Ok. J'ai également affiché ma liste de courses en cas de crack, justement pour utiliser cette liquidité. On voit que pour l'instant, j'ai pas du tout les moyens de mes ambitions. Donc, bon, à voir. Et je pense avoir fait le tour. J'ai pas fait d'apport cette année. Tant que j'ai pas mes 20% de marge de sécurité, je garde tout sur le livret, rémunéré, en sécurité. Voilà, donc j'utilise l'argent que je sur mes ventes dans le PEA parce que ça sert à rien de les laisser traîner sur le PEA, ils rapportent rien du tout. Donc sur le PEA, oui, j'essaie de faire des coups à court moyen terme, comme je fais là cette année avec l'Amundi Immobilier Europe PEA et Technip Énergie, pour faire un peu fructifier cet argent qui sinon dormirait sans rien rapporter sur le PEA. Ok. Donc voici la liste de mes actions, mais classées par rendement du dividende. Et en plus, je vous ai mis quand et pourquoi j'avais acheté mes actions. Donc pour ceux qui me découvrent, voilà, vous avez l'historique, entre guillemets. Donc rien n'a trop changé, hein. J'ai un petit peu allégé STM qui rapporte pas de dividende. J'ai un petit peu allégé Stellantis qui a un très très gros dividende. Voilà ce que je vous disais, que je garde pour le dividende, pour le management. Et je pense pas non plus ça sera pas trop facile de retourner sur mon prix à moi, sur mon prix d'achat. Je suis pas du tout sûr qu'on y retourne rapidement. Euh, voilà. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà fait ce qu'il y avait à faire sur Stellantis? Bon, j'en suis pas non plus certain. Donc pour l'instant, je garde. À voir si je vends tout, si on va au-dessus des 30 euros, comme je l'ai dit. Voilà. Sinon, rien n'a trop changé. J'ai une stratégie à 50% dividende et 50% qualité, croissance, value. Voilà. Pour l'instant, je suis en retard d'environ 3000 euros sur ma stratégie qualité, croissance, value. Mais bon, portefeuille en construction, donc voilà, portefeuille en construction quoi. À terme, 50-50. Et encore, je suis pas non plus dans un dogme, hein, on verra. Si c'est 60-40, bah, c'est pas grave. De toute façon, il sera toujours en construction jusqu'à la fin de mes jours. Donc ça va évoluer. Ok, on passe au graphique des sommes investies pour voir l'intégralité de mon portefeuille avec les sommes investies. Vu que je suis sur le compte titre et sur le PEA, là il y a tout de réuni. On voit que Reworld est malheureusement la première ligne de mon portefeuille. J'aurais bien aimé que ce soit LVMH. J'ai vendu une action LVMH pour récupérer un peu de cash et parce que j'étais à 11-12% de mon portefeuille en somme investie, ça me convenait pas. Donc voilà, mais Reworld Media, bon, c'est mon boulet, je le garde. Voilà, je garde mes grains de beauté, donc je garde aussi Rival Media, j'y crois surtout, j'y crois toujours. Donc je vais renforcer parce que je suis parce qu'on a des prix vraiment que je trouve abusément bas quoi. Le management il est pas top, on est d'accord. Il n'y a pas de dividende, c'est pas super. Le management nous dilue. En plus, on ne sait pas quels seront les bénéfices faits l'année prochaine avec les acquisitions qu'ils font. Malgré tout, ils sont sur un super secteur pour moi. Le management, il n'y a pas à dire. C'est lui qui a créé cette boîte, il l'a montée de toutes pièces et il en a fait un petit bijou aujourd'hui. Je m'attends à ce que ça puisse continuer dans les années à venir. Objectif 8-10 euros. Ok, sinon je sais pas trop quoi dire. Orange, je compte bien m'alléger, elle m'a trop déçu. J'en ai marre de l'avoir aussi haute dans mon portefeuille, alors que j'ai des convictions bien meilleures, plus basses, comme GTT, Euronext, Equasens. Voilà. Hop, on passe au graphe aux sommes réelles, donc mise à jour à vendredi, à la clôture de vendredi. Donc on voit Reworld Media qui a disparu du top 5, hein, et qui est tout en bas suite à une baisse énorme encore une fois cette semaine. Donc pas cool, sinon je vois pas trop quoi dire.
Total Energy en deuxième place, elle a grandement augmenté aujourd'hui, ces derniers jours. Voilà. Ah oui, je vous rajoute du coup ma liquidité en prenant en compte mon épargne de précaution, que normalement je ne devrais pas prendre en compte pour la bourse, hein, pour partir en voyage, pour acheter une voiture ou ma machine à laver quand elle tombera en panne. Mais bon, tant que j'ai pas les 20% marge de sécurité sur un livret, sur mon livret de développement durable prévu pour la bourse, bah, je vais continuer à le compter, hein. Il est évident que si demain il y a un crack, j'utiliserai cet argent-là pour renforcer mes sociétés sur le PEA ou sur le compte titre. Ok, on passe au graphe par secteur et c'est là que j'enlève ma tête. Donc c'est l'ensemble de mes lignes qu'on voit par secteur. Mon premier secteur, c'est le service financier, hein, vu que j'ai une stratégie 50% de dividendes, il y a beaucoup de sociétés du secteur financier qui versent des gros dividendes. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à vendre Stellantis. C'est parce que c'est de la consommation discrétionnaire, l'une de mes grosses sociétés qui a un gros dividende et qui n'est pas du secteur financier. Bon, sinon je sais pas trop quoi dire, tout se passe bien. Le graphique par taille. Donc pour rappel, j'ai auparavant 70% de mon portefeuille, il me semble, entre les small et mid. Donc j'ai largement diminué les small et les mid, pas les small, pardon. L'année dernière, je me suis renforcé sur les sociétés beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus sûres pour mon fonds de portefeuille. Hum, Voilà, donc j'en suis content. Je vais continuer dans cet esprit-là. Toujours une partie de small et mid, mais, euh, mais beaucoup plus de large qu'auparavant. Les small et les mid cap, c'est cool parce que c'est très volatile, mais volatile dans les deux sens, quoi. Ça peut autant monter très très fort que baisser très très fort. Donc en fond de portefeuille, et aujourd'hui j'en suis bien à la construction de mon fond de portefeuille, il est plus serein d'avoir des grosses caps, quoi. Ok, donc on a fait le tour du portefeuille. Je remets un petit coup hop, de mon PEA. Avant de vous dire merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'oubliez pas de mettre des pouces avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!